Deux attitudes diamétralement opposées, un doigt accusateur et une main tendue. Il s'agit du gouvernement burundais qui ne cesse de parler de son voisin, le Rwanda, l'accusant de tous les maux au moment où ce dernier adopte un discours plutôt conciliant et de manière régulière. Cette édition, vous l'avez compris, cette édition du Club de la Presse traite des relations entre les deux pays. Et sans tarder, nous sommes avec Emmanuel Ngengulutse, ancien sénateur, mais en rapport avec le sujet, c'est principalement pour avoir été dans votre parcours cadre ministère des Relations extérieures. Bonjour. Bonjour, pas de relations extérieures, mais du commerce extérieur. Du commerce extérieur, ça a des rapports sur le plan diplomatique, n'est-ce pas? Absolument. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes également avec François Bizimana, rédacteur en chef adjoint de la radio Nzamba Agaté Kakawe. Bonjour. Bonjour et merci. Merci également, bienvenue à tous les deux. Merci. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Commençons par vous, François Bizimana. Depuis l'arrivée au pouvoir du général Évariste Ndayishimiye, il ne se passe pratiquement pas une semaine sans que les médias, dont la radio Nzamba, relatent des propos d'une autorité burundaise sur le Rwanda. Ces discours ont-ils quelque chose de particulier ou c'est du déjà vu? Bon, je dirais que c'est du déjà vu, du fait que même avant son Nkurunziza, il y avait cette rhétorique qui continue et cette rhétorique prend une courbe qui est ascendante plutôt. Donc on entend souvent des propos qui ne tranquillisent pas, que ce soit les Burundais qui sont à l'intérieur, que ce soit les réfugiés. Et donc, en termes de relations ou de diplomatie avec d'autres pays, dernièrement, vous avez entendu, il y a eu un double langage qui a caractérisé le pouvoir de Ndayishimiye. D'abord, son ministre des Relations extérieures, lui avait dit qu'il va s'atteler au travail pour faire revenir de bonnes relations avec les pays de l'extérieur et principalement. Et d'un coup, il n'y a pas eu 2 semaines, il y a le président qui le contredit, le président de la République, Ndayishimiye. Donc c'était plutôt le lendemain. C'était juste le lendemain. C'était juste le lendemain. Oui, c'était après 2 jours. Ndayishimiye à Kirundo, à Busoni, il était à Busoni. Tout à fait. C'est là où il a dit qu'il ne veut même voir le pays, le Rwanda. Donc, il a dit que le Rwanda, c'est comme une épine dans le pied, dans son pied. C'est un aspect sur lequel nous allons revenir, cet aspect, cette contradiction entre les deux hommes. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que ça fait partie de ce que Nkurunziza lui a légué? Comme il a dit que c'est l'héritier de... D'abord, Nkurunziza, ce qu'il a fait, ce qu'il a marqué, c'est qu'il a isolé le pays. Il a isolé le pays, et donc il y a cette continuité du pouvoir. Lui aussi, il veut beaucoup plus isoler le pays. Donc il n'y a pas de volonté politique à ce que les relations soient rétablies comme elles étaient avant. On reviendra naturellement sur un nombre d'aspects, notamment sur les conséquences dans la deuxième partie. Emmanuel Ngengulutse, on sait que pendant le règne de feu Pierre Nkurunziza, les relations entre les deux pays n'étaient pas au beau fixe, mais le discours d'alors est-il différent de celui d'aujourd'hui? Non, c'est une similitude, si vous voulez, et c'est de la continuité. En réalité, quand vous observez sous le régime Nkurunziza, c'était des relations tendues, n'est-ce pas? Où rien n'allait. Même maintenant, c'est la même chose. Maintenant, je dirais que c'est même plus grave. Parce que là, quand le chef de l'État se déplace et se met sur la frontière commune avec le Rwanda, à quelques kilomètres de la frontière commune. C'était à Kirundo. C'était à Kirundo, à Busoni. C'est une commune frontalière avec le Rwanda. Et qu'il commence à indexer le Rwanda. Là, même Nkurunziza n'était pas arrivé à ce stade. À nommément indiquer que c'est le Rwanda qui est source des problèmes, que ça ne marche pas, qu'il est hypocrite, tu vois tous les qualificatifs là dégradants qu'il a utilisés contre
les voisins du Nord, contre le Rwanda. Je n'ai pas, à mon souvenir, entendu de tels qualificatifs de la part de Nkurunziza ou de ses hommes. Mais lui, le régime actuel, le nouveau gouvernement, il parvient, il dépasse le cap et indexe à la frontière le pays voisin en lui accusant en levant de fausses accusations sur le fait qu'il retiendrait, contre les regrets, des réfugiés qui veulent rentrer. Tout ça, c'est faux. À l'époque, on entendait que tous les complots étaient formés à partir du Rwanda, etc., de manière vague, tout comme on accusait la Belgique, les États-Unis, la France, l'ONU, etc., mais de façon globale. Mais cette fois-ci, on particularise par rapport à la question des réfugiés les problèmes de voisinage. Ça, c'est un grand problème. Ndayishimiye, donc, va plus loin. Donc, c'est une continuité de la politique antérieure, léguée par Nkurunziza. Mais lui, alors, il dépasse un certain palier. Il ajoute un palier supplémentaire dans la très mauvaise direction. Voilà ce que je peux dire. Vous l'avez dit, François, la semaine dernière, on a noté deux positions contradictoires entre le président général Évariste Ndayishimiye, qui a accusé le Rwanda de lui tendre des pièges, tout en le qualifiant d'hypocrite, il a dit, Emmanuel, et son ministre des Relations extérieures, qui, la veille à peine, avait déclaré que les choses allaient changer avec de bonnes dispositions pour assainir les relations avec le voisin du Nord. Comment expliquer cela? D'abord, ça m'a surpris d'entendre même gouvernement, deux personnalités, comme un président et son ministre des Relations extérieures, parler de choses qui sont diamétralement opposées. Et il faut le rappeler en moins de 24 heures. Ouais. Mais on peut s'imaginer. Qu'est-ce qui pousse à ce que ces deux autorités puissent lancer des propos qui sont différents? L'un qui dit qu'il va tout faire pour revenir à de bonnes relations avec les pays, et en particulier le Rwanda, et l'autre qui dit catégoriquement non. Donc ça m'a surpris, ça n'a pas d'explication. Peut-être que ceux qui ont fait la communication gouvernementale peut nous expliquer cela. Mais il y a aussi le porte-parole du ministère de l'Intérieur, le policier là, Pierre Olivier, lui il a emboîté Ndayishimiye. Il a aussi indexé le Rwanda comme le source de tous les maux que souffre Rodi. Donc on peut imaginer. On reviendra justement sur pourquoi cette divergence. On reviendra précisément sur les propos de Pierre Bouliquier dans la deuxième partie également. Mais vous pouvez toujours... Mais on peut aller loin et penser peut-être sur les causes, les profondes causes qui font que Ndayishimiye indexe le Rwanda comme ennemi. D'abord, il est issu des élections qui ont été truquées. Il est issu des élections qui n'étaient pas paisibles. Vous-même, pendant la campagne, nous avons vu une marée humaine qui courait derrière l'opposant Agathon Rwasa. Donc, il est là, il sait qu'il a volé au pouvoir, je peux dire ainsi. Donc, pour lui, ce n'est pas les relations qui peuvent venir sur son premier plan de travail. Lui, il dit, je veux d'abord asseoir mon pouvoir, par force. Et il adopte, vous voulez dire, une attitude plutôt populiste. Oui, populiste, mais aussi en instaurant son pouvoir qui, malgré, n'est pas accepté par la population burundaise. Donc, il veut à tout prix asseoir son pouvoir. Il a nommé des militaires, des policiers, dans des provinces, dans le gouvernement, juste pour asseoir son autorité. Et après, peut-être, il aura pensé à créer des relations. Donc, pour lui, pour le moment, il veut asseoir son pouvoir.
Et donc pour vous, ce n'est pas plutôt un langage populiste, mais c'est plutôt une force qu'il est en train d'imposer. En tout cas. Là, une peur qu'il est en train d'imposer auprès de la population. En tout cas. Certains observateurs disent que le pouvoir burundais cherche juste un bouc émissaire pour cacher son incapacité à gérer les affaires intérieures, Emmanuel. Oui, ça a été toujours sa stratégie. C'est toujours sa stratégie. En fait, par rapport à la question que vous posiez à mon ami François, l'attitude contradictoire du gouvernement burundais, peut-être elle pourrait expliquer par deux voies. La première, c'est que Ndayishimiye étant le véritable chef de la diplomatie burundaise, c'est lui. Oui, c'est lui le boss. C'est lui le boss. Il aurait recadré ce ministre en le contredisant en 24 heures. Et donc ce n'est pas une maladresse, entre lui, c'est une hypothèse, entre lui et ce ministre, la parole qui porte, la parole la plus officielle, c'est celle du président de la République. Tout à fait. Donc il aurait cadré en lui disant il n'en est pas question. Justement, dans le cadre de chercher les boucs émissaires, c'est partout, sur tous les problèmes nationaux, ces gens-là évitent les questions essentielles, n'est-ce pas? Et à la place, ils évoquent des questions connexes, des questions qui... Et après, ils se débarrassent, ils cherchent des émissaires sur lesquels ils se débarrassent. Ils se débarrassent de ces questions. Ils les rendent responsables. De quelle question parlez-vous? Non, mais c'est la question du retour digne et sécurisé, et dans la sécurité des réfugiés. Ils voient que le Rwanda observe les lois internationales en ce qui concerne la protection des réfugiés. Je pense qu'il a fait trop de tentatives pour infiltrer les réfugiés dans Mahama, ici, partout, à Kigali. On a eu des scènes, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas marché parce qu'ici, il y a l'ordre et la loi. Il y a aussi le respect des réfugiés en tant que personnes humaines, n'est-ce pas? Vous voulez dire contrairement notamment à la Tanzanie et dans les premières années de refuge en Ouganda. Alors là, ils n'ont pas pu pénétrer, faire ce qu'ils veulent. Et là, ils voient que c'est le Rwanda qui... Alors, ils ont une politique, la politique de faire quoi? Faire retourner les réfugiés en disant que c'est un retour volontaire, alors que c'est un retour forcé. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec la Tanzanie. D'autres parlent de manipulation, de ce qui est... Voilà, en RDC. Exactement, en RDC. Mais ici, ils ne parviennent pas. C'est pourquoi ils ont pu manipuler un groupe de personnes là, à Mahama, dans le cas de Mahama. Et après, on a vu que la liste, elle était fausse. Il n'y a que quelques gens qui veulent réellement retourner et qui, en période normale, retourneraient sans même adresser des lettres au président de la République. Tout à fait. Dirige un pays juste en indiquant au ACR qu'il va leur rentrer. Donc, la politique là de chercher des boucs émissaires. Ou de l'autre côté, je dis qu'il y a deux options pour expliquer l'attitude contradictoire. L'autre option, c'est que effectivement, il y aurait une certaine volonté parce que ils sont contraints de reprendre la coopération avec l'extérieur parce qu'ils ne peuvent pas vivre éternellement en autarcie. Ça ne marcherait pas. À un certain moment, ça va craquer. Donc, il tiendrait à une certaine ouverture, mais et même avec le Rwanda, n'est-ce pas? Donc le discours du ministre des Relations extérieures pourrait être vérifié. Ce qu'aurait fait alors le président Neva, c'est de poser les conditions de cette reprise. Bien entendu, de la manière la plus brutale possible. Ça ne se fait pas comme ça.
La procédure n'est pas celle-là. Mais ces gens-là, on est habitué à leur méthode brutale. Vous dites qu'ils ne peuvent pas vivre en autarcie longuement, alors que le même président général Évariste Ndayishimiye dit que tout va très bien dans le pays, que les Burundais n'ont pas faim, qu'ils ont tout ce qu'il faut, visiblement qu'ils se suffisent. Non, mais vous êtes habitué à notamment qu'il y a un exemple qu'ils donnent à chaque fois, qu'ils ont financé eux-mêmes les élections, et que donc c'est la preuve qu'ils n'ont pas besoin de l'extérieur. Franck, en même temps, aujourd'hui on observe une recrudescence de nouvelles formes de tuerie. Déjà qui sont calcinées, déjà qui sont... Donc il y a des tueries sélectives qu'on assiste aujourd'hui. On trouve une famille dans une maison, on brûle la maison, des personnes sont brûlées vives, et on observe sous... Est-ce que cela ne fait pas partie des questions essentielles dont il était en train de parler? Il est en train d'échapper, il est en train d'échapper, parce que le pays n'est pas stable. Le pays n'est pas stable. La semaine dernière, on a répertorié plus de 24 cas de tueries. Tu peux imaginer, en une semaine. C'est plus qu'auparavant. C'est plus qu'auparavant. Donc il y a cette recrudescence de théorie et sous de nouvelles formes. En brûlant les maisons, en brûlant les chèvres, donc le bétail, le petit bétail. Mais ça, c'est une famille qui a péri, notamment à Mugongo Manga. À Mugongo Manga. Il y a aussi à Muyinga, il y a Angozi à Kiremba, si j'ai bonne mémoire. Une sexagénaire qui a été tuée avec son petit-fils. Tout ça, on assiste sous les chimiers. Donc, c'est ce que l'honorable disait. Il échappe à des questions essentielles pour s'attaquer à des questions non essentielles. En cherchant des boucs émissaires, comme il disait. François, revenons juste un tout petit peu sur un homme et son discours. Le ministre des Relations extérieures, Ezekiel Nibigila, connu pour son négationnisme du génocide burundais, et le fait qu'il annonce que les choses vont changer positivement entre les deux pays. Peut-il être facilement crédible? Ce n'est pas Ezekiel, mais c'est le nouveau ministre. Ezekiel, il est plutôt à la culture et la jeunesse. C'est le précédent de Shingiro. Oui, c'est plutôt Albert Shingiro. Excusez-moi, c'est l'ancien c'est le nouveau. Bon. C'est l'ancien ambassadeur du Burundi auprès des Nations Unies. Je m'excuse auprès du public. Bon, même s'il a dit, je dis qu'il a été influencé par l'extérieur, parce qu'il vient de passer plusieurs années à l'extérieur dans la diplomatie. Et je m'excuse également auprès de Ezekiel Nibigila. Oui, tout à fait. Donc je disais, lui Albert Shingiro, était dans la diplomatie il y a quelques années. Donc, lui peut-être, après tout, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Donc, en annonçant qu'il va renouer les relations avec l'extérieur, oui, c'est parce qu'il a cette notion. Mais ce n'est pas la notion que le pouvoir a, que les Chinois a. Donc il y a cette différence. Et même si les négationnistes du génocide contre le Tutsi au Rwanda, il a retiré le tweet. Donc il y a un esprit qui le pousse. Donc ça veut dire qu'il peut toujours avoir changé, il vaut mieux tard que jamais. Et surtout, le milieu où il était. Est-ce qu'il a demandé pardon à ça? Bon, il n'a pas encore demandé. Ça, c'est tellement grave que le changement ne peut pas se passer comme ça. Simplement, il faut quand même une attitude officielle, une démarche officielle qui dit, écoute, je me suis trompé ici. Parce qu'il a engagé tout un gouvernement. Oui, mais maintenant, on ne peut pas dire, puisqu'il a dit on va rétablir les bonnes relations avec le Rwanda, il ne le change pas du tout. Ça, c'est terrible. Ça, c'est inscrit dans l'histoire. Et c'est dit dans les enceintes de l'Organisation des Nations Unies, où, justement, le génocide a été reconnu. Le génocide des Tutsis contre des Tutsis en 1994 au Rwanda. Et dans la même enceinte, il contredit, il dit ça, c'est un crime. C'est un crime grave. C'est un crime grave de droit international, le négationnisme. Donc, là, on ne veut pas dire, puisqu'il a dit, on va reprendre, et si c'était du mensonge?
comme ces gens-là en ont l'habitude. Moi, je ne donne pas le premier. Si ce n'était pas un mensonge. Comment? Mais il y a aussi l'inertie de la communauté internationale. Moi, je ne comprends pas pourquoi il a représenté le pays dans un conseil des Nations Unies autant d'années, alors qu'il est cacheté de son négationnisme. S'il était ambassadeur auprès d'un pays membre, on aurait dû donner le nom de grata. Mais auprès de l'Organisation des Nations Unies, là, c'est un secrétariat général des États membres. Le secrétariat général des États membres ne peut pas prononcer un nom de grata, un ambassadeur d'un pays membre. C'est un peu compliqué. Mais je ne sais pas s'il peut voyager dans un pays membre des Nations Unies. C'était juste une parenthèse. Mais c'était quand même assez important de souligner. Je vous rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios RPA et Nzamba Gate Kakawe. Aujourd'hui, nous parlons de discours que les gouvernements burundais et rwandais tiennent l'un vis-à-vis de l'autre, et le moins que l'on puisse dire est qu'ils sont loin d'être proches. Comme pour ne pas faciliter les choses, Emmanuel, le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, il le soulignait tout à l'heure, il a effleuré cet aspect, il a enfoncé le coup mercredi sur la RTNB en accusant le Rwanda d'attaquer le Burundi, d'attaques armées. Bon, je ne sais pas, est-ce que réellement, c'est un porte-parole du ministère de la Sécurité publique? Non, mais il outrepasse ses fonctions. Ça, c'est pas son rôle. N'empêche qu'il occupe une position officielle. Écoutez, c'est dans la même logique des négationnistes, c'est dans la même logique des gens qui cherchent. En fait, il a la mission de chercher des boucs émissaires. Et les problèmes qu'il crée à l'intérieur du Burundi, il tient à les éviter et à les déplacer, à les mettre sur le dos d'autres personnes qui sont des boucs émissaires. Et ils sont innocents, ce sont les autres qui causent ces problèmes. Donc il a parlé, celui-là, il a parlé du Rwanda, il a parlé des membres de la société civile, certains comme Pacifique, Magui et d'autres, etc. Celui-là, c'est le porte-parole des criminels. Parce que lui, on connaît le rôle de la police dans la répression. Depuis 2015, jusque maintenant. Et lui, il porte la parole de ces criminels. Je vous assure, à un moment donné, ça, je n'exagère pas. À un moment donné, je sais qu'on lui a reproché d'avoir couvert justement ces crimes et que c'est même pour cela qu'il aurait été chassé de la Belgique. Il a été chassé de la Belgique, il est régulièrement reconduit dans ce poste-là, comme lui, il sait très bien couvrir les crimes en se présentant comme des innocents, ce sont les autres criminels. Donc, cette politique-là de diabolisation de l'autre, c'est l'autre qui est mauvais. Nous sommes bons, nous sommes victimes, nous sommes innocents. Ce sont eux les responsables, toujours. Nous sommes attaqués, alors que ceux qui attaquent, ceux qui sont responsables des crimes, et il les présente les autres. Donc, lui est spécialiste dans l'art, justement, de la justification du crime. Et donc, vous voulez dire que pour le gouvernement de Gitega, il fait bien son travail? Absolument. C'est pourquoi il fait même un travail qui ne lui appartient pas. Quand il parle des relations avec d'autres pays, ça ne lui revient pas. Non, ça, c'est la sécurité intérieure. La sécurité dont on parle, c'est la sécurité intérieure. Maintenant, s'il s'agit des États qui s'attaquent, un État qui attaque le Burundi, il y a le ministère des Relations extérieures qui s'exprime de préférence et qui a en ce qui concerne les messages interétatiques, c'est le ministère des Relations extérieures. Ou alors, quand il s'agit de faits matériels, des attaques, c'est le ministère de la Défense. Mais lui, le porte-parole du ministère de la Sécurité. La sécurité intérieure, comme l'âme sécuritative, il a dépassé, mais en réalité, on lui confie cette tâche parce qu'il est devenu expert de la malformation.
d'information. Mais est-ce que c'est pour autant à l'avantage de ce gouvernement? Je ne pense pas, mais ça dépend de l'objectif que ce gouvernement poursuit. Mais à long terme, investir dans des idéologies destructives, en fait, c'est quoi? Ils récoltent la tempête, et une tempête qui va les engloutir. Je vous assure, ça c'est l'enseignement de l'histoire millénaire. Ils n'ont qu'à demander le nazisme et à d'autres, au Rwanda en 83, etc. Tout ça. Oui, mais merci beaucoup. On aura peut-être le temps de, même s'il ne nous en reste pas beaucoup, on aura peut-être le temps de revenir sur certaines choses. En parlant de discours qui sont loin d'être proches, le Rwanda qui, de son côté, semble tenir sur une logique différente en répétant qu'il tient à bien cohabiter avec ses voisins, dont le Burundi. François, il y a beaucoup d'exemples. Au moins 3 exemples qui montrent que le Rwanda tend la main au Burundi. Bon, d'abord, hier, peut-être c'est Joseph, mais hier, il y a eu une réunion tripartite entre le Rwanda, le Burundi et le HCR. Donc, on parlait du retour volontaire des réfugiés qui ont écrit la lettre. Qui souhaitent rentrer sur le plan général. Sur le plan général. Okay. Donc, on a discuté hier et je pense que le premier groupe de réfugiés qui vont rentrer le 27 de ce mois même d'août. Donc, c'est un signe parlant que le Rwanda est ouvert et que le Rwanda n'a aucun intérêt de garder les réfugiés burundais. Donc, il ne constitue aucun obstacle. Moi, je l'imagine. Le Rwanda aurait quel intérêt de garder les réfugiés à Mahama? D'abord, les réfugiés, c'est un fardeau pour le pays d'accueil. Ça, on le sait. Sur le plan environnement, il y a destruction de l'environnement, il y a patati patata, donc le pays perd. Mais comme c'est une convention internationale, donc il est astreint à la protection de ces réfugiés. Mais je dois dire que même les propos du ministère extérieur du Rwanda, il a bien dit qu'il n'y a aucun intérêt à ce que le pays garde les réfugiés burundais qui veulent rentrer au pays. Parce que même avant le Covid, il y a ceux qui rentraient. Le HCR disait qu'à peu près entre 100 et 200 réfugiés burundais retournaient dans le pays chaque mois. Donc cela, le mouvement s'est arrêté avec la fermeture des frontières suite au Covid-19. Mais sinon les réfugiés rentraient. Il rentrait illégalement, mais il rentrait. Alors, le Rwanda veut que des réfugiés qui sont à Mahama, des réfugiés peut-être qui sont urbains et qui veulent rentrer, puissent rentrer dans leur dignité. Et donc le Rwanda vient de donner un signe éloquent qui ne franchit pas cet obstacle-là dont le gouvernement burundais. Emmanuel, le gouvernement rwandais ne se laisse visiblement pas désarçonner par les charges du pouvoir burundais. Au moins à 3 reprises, le Rwanda a montré sa volonté d'assainir les relations avec son voisin, le Burundi. Donc cette logique régulière, de toujours tendre la main, vous pensez qu'elle peut faire plier son voisin pour un discours plus conciliant de la part du gouvernement burundais? Oui, normalement, parce que de toute façon, tous les prétextes du gouvernement burundais vont à un certain moment tomber, n'est-ce pas? Parce que comment est-ce que le Burundi pourra toujours accuser le Rwanda de vouloir l'attaquer ou cohabiter mal à partir de quels faits matériels, de quels éléments? Alors que le Rwanda tend toujours la main au Burundi pour renouer de bonnes relations de coopération et de bon voisinage. Et à un certain moment, le Burundi va se lasser. Ou alors va manquer d'arguments, même maintenant, il n'en a pas. Et je crois que pour le Rwanda, c'est une bonne attitude. Et c'est le rôle de la diplomatie. C'est le rôle de la diplomatie. Il faut toujours tendre la main. Quelle alternative meilleure par rapport à ça? Il n'y en a pas. Seul le Burundi, c'est lui qui ne voit pas ce qu'il faut faire. Parce que
quand les problèmes existent, entre voisins, entre pays voisins, entre simplement des individus, on s'assoit ensemble, on en discute, on trouve des solutions. Il vient de parler d'une réunion tripartite qui s'est déroulée hier entre l'OACR et les deux pays. Est-ce déjà un signe? Normalement, c'était ça qui est prévu. C'est ça qui est prévu, c'est le cadre normal, n'est-ce pas, de rapatriement des réfugiés. C'est toujours ces réunions. Pays d'accueil, pays d'origine et ACR qui fixent, n'est-ce pas, le cadre du rapatriement. Et là, tout réfugié qui veut rentrer, il se fait inscrire au ACR. Et ce cadre, lorsqu'il existe, ça marche comme rapidement. On ne doit pas monter les enchères ou alors dire non, ça ne marche pas, il y a des gens qui retiennent nos réfugiés. Non. Non. Et ils le retiennent contre leur gré. On dit le Rwanda, on dit bien sûr l'Ouganda, sur le Kenya, sur la Tanzanie. Alors, s'il y a des réfugiés à protéger, dont les droits sont à protéger, ce sont les réfugiés burundais en Tanzanie, qui sont enlevés, tués, emprisonnés, persécutés tout le temps. Et c'est là où il y a beaucoup de réfugiés burundais. Mais on s'attaque au Rwanda. Pourquoi? Les boucs émissaires. Vous l'avez dit tout à l'heure, on dit que le temps est presque écoulé, mais je pense qu'il y a certaines questions qu'on devrait, en quelques mots, François, nous avons longuement parlé des relations entre les deux pays qui devraient pâtir des propos de discours d'une partie, la partie burundaise. Mais François, quelles peuvent être d'autres conséquences de l'attitude, surtout du gouvernement burundais, notamment par rapport au retour des réfugiés? D'abord, en quelques mots. D'abord, les conséquences, c'est pour ces réfugiés eux-mêmes. C'est-à-dire que les réfugiés qui sont en exil, ils sont choqués par ces propos. Mais aussi pour les Burundais qui sont à l'intérieur du pays. Ils sont aussi parce que ce sont nos frères. Nos frères sont au pays. Donc on a été séparés, forcément par la crise de 2015. Donc les conséquences sont énormes sur le plan socio, politico-économique. Il y en a beaucoup, on ne peut pas les énumérer ici. Et parce que ça ferait l'objet d'une autre émission. Donc le Burundi lui-même perd. Donc il perd. Et Ndayishimiye, ce que je vous ai dit, il ne se soucie pas de tout ça. Lui, ce qu'il fait, c'est d'installer son pouvoir. Et voilà, la société burundaise, demain, aujourd'hui, elle est militarisée. Donc, il veut à tout prix voir son pouvoir s'installer et laisser des choses à côté. Je disais, le temps est pratiquement écoulé, mais on peut bien se permettre, juste en quelques mots, juste pour terminer, le gouvernement burundais a-t-il intérêt à continuer sur cette lancée, Emmanuel? Aucun intérêt, aucun. Il travaille à contre-courant, il va contre-courant. Il n'a aucun intérêt à maintenir des relations très froides avec les voisins, il n'a aucun intérêt à fermer l'espace politique, l'espace public burundais éternellement. Il n'a aucun intérêt à continuer la politique du précédent gouvernement. Aucun intérêt. Parce que quels sont les résultats de cette politique? C'est la pauvreté, c'est l'isolement, ce sont les droits de l'homme qui sont bafoués. En fait, c'est l'anathème sur le Burundi. Est-ce qu'ils vont continuer à vouloir récolter de tels fruits si amers? Je ne sais pas. Ils ont intérêt à changer. Et ils continuent donc à donner, à s'enfoncer dans l'épreuve des allégations qui sont portées contre eux par notamment la CPI. Ils essaient un peu de se retrancher quelque part pour se cacher, mais il n'y a pas moyen de se cacher. Non, il n'y a pas moyen de se cacher. La justice est une lumière qui illumine partout, même dans le bas-fond, un jour.
Ils finiront par y répondre. Donc là, autant mieux le faire assez rapidement et à des conditions douces. Voilà. Et donc on retient que le Burundi n'a pas intérêt à s'enfermer et à continuer donc à agir de la sorte à l'endroit du voisin du Nord, le Rwanda. Et c'est par ici que prend fin cette édition du Club de la Presse. Merci à nos deux invités, François Bizimana, rédacteur en chef de la radio Nzamba Gate Kakawe, et Emmanuel Ngengurutse, ancien sénateur et cadre au ministère du Commerce, mais sur le plan diplomatique. C'est cela ? Oui, c'est presque ça. Merci beaucoup. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien.